Bonjour, ici Jacques Lavigne. Bienvenue dans cette nouvelle série de balados consacrée à la navigation. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être sur le voilier de Porte-Chalina, le voilier de Marc-André, qui fait partie de nos intervenants. Et j'ai la chance d'avoir devant moi trois mordus de la voile, qui représentent trois générations. M. Denis Poupard, ancien retraité d'Environnement Canada et qui a pratiquement mis au monde le programme de météo maritime, qui a d'ailleurs traversé l'océan, on en reparlera. M. Serge Lepage, océanographe de formation, qui est également un passionné de la voile, qui a déjà traversé l'océan, mais d'une autre façon radicalement différente, on en parlera, et qui est même auteur, mais pas seulement de livres sur l'océanographie, c'est également un auteur de romans. Et Marc-André, qui a la joie, le plaisir de nous recevoir, et qui est un technicien, pas un technicien, pardon, excusez-moi, qui est un graphiste de formation et qui est spécialisé également en immigration. Alors, sans plus tarder, je vais lancer la discussion. C'est une discussion ouverte. En d'autres termes, si vous voulez intervenir, vous ne vous gênez pas. Si vous avez des questions à poser à tout le monde, allez-y. Moi, je vais me tenir en retrait, puis je relancerai la discussion si c'est nécessaire. Naturellement, on ne réussira pas à faire le tour de la question en l'espace de 15 minutes. Donc, on va probablement faire 2 ou 3 segments différents là-dessus. Alors, sans plus tarder, je commence avec le mentor, avec Denis Poupard. Oh. Denis, 2 questions. La première, est-ce que tu serais capable de nous faire une petite idée de ton parcours professionnel? Et la deuxième question, je peux te la poser par après, ça va être simplement, qu'est-ce qui t'a amené à faire de la voile? Oh! Parcours professionnel. Pouf! Tu étais météorologue chez Environnement Canada ou... Oui, j'étais météorologue. Et puis, bon. Qu'est-ce qui m'a amené à faire la voile? Grave question. Probablement. Grave question, en effet. Ça devait sûrement être une bonne raison pour que tu réussisses à amener ta femme à traverser l'océan sur un bateau que tu as construit toi-même. Il faut vraiment le faire. Conçu moi-même, oui. Je l'ai convaincu de faire la traversée avec moi, c'est tout. Oui, mais c'est quand même sur un trimaran construit par toi-même, là, c'est quand même épatant. Moi, je me souviens, tu m'avais dit, tu sais, moi, je vais m'immiscer. Moi, j'ai commencé à faire de la voile en 75, OK, au camp des cadets de la marine sur l'île de Quadra. HMS Quadra. Oui, je pense que t'es déjà allé, toi. Oui, Quadra, ça me dit quelque chose, mais ça fait longtemps, ça. Moi, je connais pas ton passé. Est-ce que tu habitais près du fleuve quand tu étais plus jeune? Est-ce que tu étais, mettons, sur le bord du fleuve, puis ce serait ça qui t'aurait donné le goût d'aller en bateau? Non? Non. Simplement, c'est que... J'essaie de me souvenir pourquoi Quadra. T'as pas été moniteur ou... Peut-être j'ai été moniteur, oui, c'est ça. C'est une base militaire quand même, là. C'est à Vancouver, c'est quoi, là? Sur l'île de Vancouver. L'île de Vancouver, oui. J'essaie de me souvenir de tout ça, là. Ça fait longtemps. Oh oui. On va te laisser le temps de penser à ça. On va continuer, puis je te reviens. D'accord? Serge, d'où te vient ta passion de la voile? Ben moi, je dirais avant la passion de la voile, je dirais c'est la passion de naviguer, la passion du fleuve. Puis ça, je le dois à mon père, parce que lui est né à Baie-des-Sables, en Gaspésie, un petit village entre Sainte-Flavie puis Matane. Puis tous les étés, de 0 ans jusqu'à 15-16 ans, on les passait sur le bord du fleuve. Mon père, après l'école, nous amenait là. Lui, il revenait travailler à Québec, puis on passait l'été là. Il venait nous rechercher pour l'école.
Ce qui fait que j'ai vu des bateaux passer, j'ai joué dans les marais, on a même à un moment donné, il y avait un marsouin qui s'était échoué, puis les gens du village essayaient je me rappelle, ils avaient pris le tracteur parce qu'ils se décomposaient, puis tout ça, ils essayaient de tasser ça. Là. Ce qui fait qu'il y a ça. Après ça, j'ai travaillé en Gaspésie, j'ai travaillé à Gaspé. Puis c'est là que j'ai commencé à faire de la voile, à Gaspé, comme tel. Ça a tout changé mon parcours parce que à ce moment-là, moi, j'étais technicien en radiologie, je travaillais à l'hôpital de Gaspé. Mais suite à ce séjour-là, sur le bord du Golfe, j'ai entrepris des études pour devenir d'abord officier de marine marchande. Puis après ça, j'ai bifurqué vers l'océanographie. Puis c'est dans le même temps que j'ai commencé à faire de la voile avec un ami à Gaspé. Puis Technicien courrier de... T'étais? J'étais technicien en radiologie dans le temps. Je prenais des radiographies à l'hôpital de Gaspé. Puis après ça, je me suis dirigé vers le domaine maritime. Puis c'est vraiment à Gaspé là, que j'ai eu ce goût-là. Puis avec mon ami André, on a fait sur un petit bateau de 20 pieds au départ. Là. On est allé à l'île d'Anticosti, dans le golfe du Saint-Laurent. Puis après ça, il s'est acheté comme un bateau plus gros, là, un Pearson 30, je pense. Puis là, on est allé le long de la côte est américaine. On est allé jusqu'au Maine, là, en passant par le golfe du Saint-Laurent, puis le détroit de Canso, tout ça. Fait que c'est comme ça que j'ai commencé à faire de la voile. Puis que par la suite, il y a des bouts dans ma vie où j'en ai pas fait. Mais j'ai toujours eu ce plaisir-là dans ma vie après ça. Je pense que l'Est du Québec, toute direction confondue, a eu la même influence sur plusieurs d'entre nous. Toi, tu as passé beaucoup de temps dans la baie des Chaleurs. Moi, j'ai été 18 ans de temps à cette île. Donc, j'ai pris, moi, avec la passion du golf, c'est le cas de dire, pour avoir fait dans Sablon cette île en canot pneumatique de 14 pieds. Oui. Par contre, je ne fais pas de voile. J'ai fait un peu de voile avec Marc-André, mais très, très peu de voile en tant que tel. J'en ai fait à Gaspé. On a volontairement tenté de me noyer, je pense. En tout cas, ça, c'est une autre histoire, c'est une anecdote. Marc-André? Ben, comme je disais tout à l'heure, moi, c'est un camp de cadets de la marine sur l'île de Quadra, sur l'île de Vancouver à Quadra. Fait que là, j'ai eu la piqûre là. Puis ce qui est fantastique dans le début de ça, c'est on a fait du 18 pieds, du 27 pieds, puis du 33 pieds. Et aucun moteur, aucune cabine, aucune toilette. C'était à rame, tu rentres à quai à rame, puis tu sors à rame. Puis quand tu as besoin de faire tes petites affaires, ben c'est par-dessus bord. Puis on a dormi sur le bateau. Fait que, tu sais, tu reviens, t'es marqué, t'as 15 ans, t'es marqué par ça. Puis là, après ça, ben c'est d'une manière sporadique. J'essayais de me trouver des chums avec des voiliers, puis qui m'embarquaient, puis fait que là, j'ai fait de la régate avec des amis et tout ça. Puis ça a toujours resté comme une passion. Mais tu sais, la vie étant ce qu'elle est, d'un coup, tu mets pas l'argent là-dessus. On reste pas proche d'un cours d'eau. Là. Maintenant, je suis à Montréal. Mais à la sortie de la pandémie, ben c'est ça. J'ai acheté ce bateau-là parce que je me dis la vie est trop courte. Là. Ça va faire. Là. Puis depuis ce temps-là, je navigue là. Ça fait 5 ans. Fait que c'est super plaisant. C'est un 34 pieds, c'est un 34 pieds Beneteau, c'est ça? Oui. Fait qu'avec 2 cabines. Fait que, il y a des amis qui sont venus faire de la voile. Là. C'est toujours plaisant. Fait que Puis c'est ça, j'essaie d'inviter du monde, mais c'est surprenant combien les gens ne connaissent pas ça, la voile. Moi, j'ai des gens qui me disaient, mais comment ça avance, là? Ben, je dis, avec les voiles, avec le vent dans les voiles. Oui, mais ton moteur. Je dis, tu sais, combien c'est surprenant de voir que, moi, c'est ça, quand tu deviens passionné, il te semble que tout le monde connaît ça. Puis là, ben, c'est ça. Ben, c'est difficile également d'essayer de convaincre un passionné du moteur de tomber à la voile du jour au lendemain, parce que tu as vraiment l'impression que tu n'avances pas. C'est exactement ça. C'est l'apologie de la lenteur de la voile. Oui. Mais c'est ce qu'il y a d'extraordinaire à l'intérieur de ça. C'est que tu es vraiment en contact avec le plan d'eau, puis tu vas réussir à avancer uniquement si tu as assez de formation pour pouvoir le faire. Comme un marin m'a déjà dit, il dit, la voile, c'est le moyen le plus dispendieux de se déplacer gratuitement. Non, mais j'ai toujours pensé que c'était le golf. La façon la plus dispendieuse de faire une marche. Mais c'est ça, Puis ben, j'ai fait mon brevet à Tadoussac, puis ça c'était un choix, ça c'est avec justement un de nos auteurs de WizVox. C'était un choix parce que c'est Tadoussac, ben c'est ça, tu as le courant du Saguenay, le courant du fleuve, la marée, 18 pieds de marée. Oui, c'est un coin difficile à naviguer. Là. Puis l'eau est froide. Oui. Fait que là, je me suis dit, si je suis capable de naviguer là,
le lac Champlain, ça sera pas trop... ça sera pas trop stressant. En fait, à cette île, il y a un vieil adage qui dit, autant pour les pilotes d'avion que pour les marins, si tu es capable de naviguer ou de voler au-dessus du golfe Saint-Laurent, tu es capable de le faire n'importe où dans le monde. Parce que toutes les conditions possibles imaginables se rencontrent. Des courants, des vents forts, des températures qui peuvent osciller entre moins 30 puis plus 30, du givrage. Il n'y a rien que tu peux ne pas trouver dans le golfe Saint-Laurent. Donc, c'est vraiment une école assez extraordinaire. Sur quel plan d'eau navigues-tu de ce temps-ci? Là, je suis sur le lac des Deux-Montagnes. J'ai un petit bateau. En fait, avant ça, j'ai navigué. J'ai eu la chance d'être skipper même aux Bahamas pendant tout un hiver. Où là, j'avais un bateau, un Choi Lee 36. Puis j'amenais des gens, c'était le propriétaire qui m'avait engagé, puis j'amenais des gens faire de la voile. Fait que j'ai eu la chance de faire ça. Puis après ça, de remonter de Nassau jusqu'au lac Champlain par l'océan, sur un autre voilier, un de mes amis qui avait un Westsail 32, là, puis on a remonté, puis c'était un trip extraordinaire. OK, d'accord. Donc, tu as eu également une expérience océanique en tant que skipper sur un bateau. Oui. C'est pas simplement comme passager sur c'est un ça. grand voilier dont on va parler dans quelques minutes. J'étais aux Bahamas, là, on naviguait entre les Exuma, puis les îles, dépendamment des gens qui venaient pour une semaine ou 2 semaines, on se déplaçait, puis j'ai eu tout ça. C'est ça qui est... Moi, j'ai toujours dit, la voile, c'est un loisir extraordinaire, c'est un loisir qui demande beaucoup. T'sais, en termes de connaissances, en termes d'efforts, mais c'est un loisir qui donne beaucoup. Ça peut être un mode de vie aussi. Il y a des gens qui partent et qui font leur vie à bord de voiliers. Et c'est vraiment quelque chose là, je suis comme un autre homme. On dirait que quand je suis sur un bateau, là, je suis pas la même personne qu'à terre. Même sur mon petit voilier, là, présentement, j'ai un petit Tanzer 22 sur le lac des Deux-Montagnes. Puis dès qu'on lève les voiles, là, c'est comme... C'est ma méditation. C'est ce que je dis aux gens, c'est ma méditation. Puis, et la mer, j'ai eu la chance de faire des choses extraordinaires, comme d'apprendre à faire de la navigation au sextant. Maintenant, ça s'enseigne, j'ai appris que ça s'enseigne même plus, comme à l'école de marine. Ils ne le font à plus. Rimouski, ils n'enseignent même plus ça. Ils ne le font plus. Et à cause de tous les moyens techniques, là, comme tel, avec le GPS et tout ça. Mais dans le temps, quand j'ai fait ça, moi, quand j'ai fait commencé mon cours d'officier, c'était en 1975. Donc, on apprenait. Puis, je trouve que c'est quelque chose d'extraordinaire. Tu peux être loin de toute terre pendant des jours de temps, même s'il y a mettons, des nuages, de la pluie, puis qu'après ça, le temps se claire, puis ce que tu peux voir, ça te prend un point estimé. Donc, il faut que tu te dises, je vais attendre nœud vers le nord-est, on a fait tant de milles nautiques, je suis à peu près là. À partir de ce point approximatif-là, tu calcules l'angle du soleil, puis à un moment donné, ça te dit, t'es là. Quand Denis et moi avons fait les secrets du Saint-Laurent et le guide de météo marine, qui a donné finalement les secrets du Saint-Laurent, qu'on a fait une vidéo, c'est Gilles Pelletier qui faisait la voix à ce moment-là. Et c'est une vidéo qui a été primée parce que ça a gagné plusieurs prix. Mais j'ai donc pris les images à l'Institut de marine et les gens me disaient, on ne le fait que pour une seule raison, c'est que d'accord, maintenant avec la nouvelle technologie, vous pouvez vous retrouver à 2 mètres près sur la surface terrestre ou de l'océan. Mais qu'est-ce qui se passe si tout arrête? Qu'est-ce qui se passe si vous avez une panne de courant? Qu'est-ce qui se passe quand vos GPS, quand tout tombe? Et c'est la raison pour laquelle ils enseignaient encore la technologie du sextant à l'Institut de marine. Je suis surpris qu'ils ne le fassent plus. En tout cas, c'est ce que j'ai entendu. Il faudrait peut-être le vérifier, mais si c'est vrai, moi aussi je trouve que c'est abominable. Il me semble que ça devrait toujours être enseigné. Il y a des cours. Mais tu sais, c'est pas l'Institut, là, mais il y a on a rencontré des gens qui donnaient des cours de sextant. Mais c'est maintenant, il va même avoir des logiciels, parce que tous les calculs, c'est compliqué, c'est de la trigonométrie. Tu calcules, dans le fond, l'angle qu'un astre, soit le soleil ou la lune, fait avec l'horizon. Puis là, tu as un paquet de calculs. Dans le temps, moi, c'était à la main. On faisait ça à la mitaine, un paquet de calculs avec des cosinus, puis tout ça. Puis maintenant, je suis certain qu'il doit y avoir des logiciels, puisque tu rentres l'heure à laquelle tu le fais, puis tu rentres ton angle. Bing bang, ça te le donne tout ça. Si tu as du courant pour faire marcher des logiciels. Si tu as du courant pour faire marcher des logiciels. C'est pour ça que la bonne vieille méthode, moi aussi, je suis d'accord avec toi, là, la bonne vieille méthode, là, je trouve que ça. C'est pas normal de pas enseigner. J'ai écrit un livre sur la météo marine qui devrait bientôt sortir, si jamais on peut trouver le temps de le faire. Et j'ai toujours intitulé ça le GBS, le gros bon sens. Comment être capable justement de naviguer sans avoir d'instruments. Est-ce que le ciel peut t'aider? Est-ce que les vagues, la houle peuvent t'aider? Est-ce que la direction du vent peut t'aider? Tout à fait. Et il y a un paquet de choses qu'on peut faire. Oui. Et ça, Denis et moi, on en a parlé des heures et des heures de temps. Et c'est vrai que ça peut se faire. Et dans le livre, on mentionne plusieurs choses où on peut véritablement avoir une bonne idée d'une prévision météorologique, mettons de 0 à 12 heures. C'est sûr que vous ne saurez pas ce qu'il va faire dans 8 semaines,
Mais il n'en reste pas moins qu'à court terme, vous pouvez facilement vous débrouiller sans avoir aucun moyen technologique. Tout à fait. Ben, Tout à fait. tu vois, bon, tu as le sextant, comme tu dis. Ça, c'est, tu sais, au milieu de la mer. Moi, ben, c'est le Richelieu, le lac Champlain. Puis c'est arrivé 2 fois pendant que j'étais dans le chenal, puis avec des bouées et tout ça. GPS tombé en panne. Ah ouais. Tu te mets à stresser comme tout. Là, d'un coup, tu dis, ah oui, j'ai mes cartes papier. Fait que moi, j'ai acheté le bateau, j'ai acheté les cartes papier. Oui. Comme ça, ben, tu sors ça, tu regardes tes amers, tu regardes tes choses. Tu dis, OK, je suis à peu près là. Tu te débrouilles. C'est ça. Fait que, mais c'est vrai, tu sais, Ben GPS en panne. Denis, tu as traversé, toi, 94-95. C'est pas d'hier. Tu Mais viens de ça, toi? dans ce temps-là, le GPS, ça n'existait pas, à ce que je sache. Non. Donc, comment vous faisiez pour vous retrouver? Par la boussole uniquement? Ben écoute, Ben, il y a une réponse. La preuve, c'est qu'on t'a pas perdu en Antarctique. non, mais écoute. Je me souviens avec mon épouse, d'ailleurs, je faisais ça avec mon épouse. Mhm. On manœuvrait, c'est tout. Mais t'avais-tu un sextant? Je pense pas. Non? Ouais, t'étais un méchant cowboy. Oui, je veux dire, décider de partir de Canso pour s'en aller aux Açores, sans sextant, sans rien. J'ai quelque chose qui me dit que tu avais un moyen de te repérer parce que sinon tu aurais manqué les Açores. Oui, c'est pas gros, hein, dans l'océan. Bon, ben écoutez, on a déjà fait un petit premier tour de l'horizon. On va arrêter, on va repartir, mais cette fois-ci, on va s'en aller dans une autre direction. On va traverser l'Atlantique. Moi, je suis prêt. Je suis partant. Ah ouais.